Bonsoir à tous et bienvenue à Controverse. 3 mois nous séparent des élections présidentielles, un rendez-vous important, mais dont les contours et l'issue restent encore incertains. Nous recevons ce soir 3 candidats déclarés au scrutin d'avril prochain pour parler de leur programme et de ce qu'ils proposent pour améliorer la vie quotidienne des Algériens. Le débat tournera essentiellement autour du volet économique que proposent les candidats en termes de croissance, de réduction du chômage. Nous parlerons également de politique de logement, de santé, d'éducation, de sécurité et aussi de politique étrangère puisqu'on n'en parle jamais. Nos invités ce soir, Ali Ben Nouari, bonsoir. Vous avez 62 ans, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Avec nous également Sofiane Djilali, vous avez 55 ans, vous êtes président du parti Djil Jadid. Avec nous ce soir également Abdelhak Maki, vous avez 65 ans, vous avez déclaré votre candidature à l'élection présidentielle dans le JT Soir de Dzaïr, c'était lundi dernier. Donc 3 candidats avec nous ce soir pour parler de leur politique, pour parler de leur programme à l'échéance de l'élection présidentielle d'avril 2014. Petite rétrospective, introduction au débat ce soir avec Malek Benhassine. Rarement autant d'indépendants et de jeunes ont présenté leur candidature à une élection présidentielle. Sans doute la plus longue, la plus coûteuse en termes d'énergie, de ressources matérielles et de capacité de mobilisation, déterminante pour l'avenir de l'Algérie, l'élection présidentielle dans notre pays n'est pas de celle que l'on affronte dans l'improvisation. En plus du courage indispensable, des profondes convictions, du programme cohérent, des propositions pertinentes, le candidat doit se sentir appelé pour porter le message attendu par la nation et repris par les relais indispensables les plus nombreux possibles. Beaucoup de conditions et bien plus probablement pour que le candidat soit assuré du minimum qui est de figurer honorablement dans la compétition. À ce jour, plus de 5 candidats indépendants et autant de jeunes se sont déclarés partants pour les présidentielles d'avril prochain. Nous n'avons pas dans ce décompte inclus la candidature éventuelle de Abdelaziz Bouteflika pour la raison évidente que celle-ci peut difficilement être dissociée du pouvoir. Des personnes sans doute de grande qualité, aux compétences avérées dans leur domaine d'activité et qui se proposent sans contrepartie de mettre leurs connaissances, leur savoir-faire, leur capital expérience au service de leur pays. Certains, installés à l'étranger, comme Ali Ben Nouari, sont même disposés à renoncer au confort de cette installation et à ce qui leur a permis d'y accéder. Ce sont ceux qui sont regardés avec plus de curiosité, tellement le phénomène est rare. D'autres, comme Abdelhak Meki, un habitué de notre plateau, ont foi en leur étoile et surtout en la qualité de leur message. Candidature sérieuse, pourquoi pas ? Candidature crédible, ce sera la campagne qui pourrait le révéler. Mais au fait, pourront-ils participer à cette campagne après le passage de l'obstacle des 75 000 signatures recueillies au niveau minimum de 25 wilayas? On se souvient, pour certaines élections, notamment celle de 99, de la déception de personnalités nationales, certaines historiques, empêchées par un nombre insuffisant de signatures exprimées en leur faveur, ou de wilayas à travers le territoire national. D'autres jeunes, portés par leur parti, aussi jeunes, et qui le revendiquent, jusque dans leur nom, Djil Jadid. Tout un programme, une espérance, ce à quoi rêvent les Algériens. Sofiane Djilali le leur promet. Homme d'expérience, lui n'a pas quitté le pays. Il a choisi de militer sur place, jadis dans les rangs du PRA dont il a été le secrétaire général adjoint, avant de constituer son parti et de réserver aux jeunes la place qui est la leur en Algérie, c'est-à-dire la première. Aucun de ces nouveaux candidats n'ignore les difficultés et les embûches qui les attendent. Arrivés à ce type de défi, ils savent que ce n'est pas un simple parcours du combattant qui les attend. Candidats atypiques, hors normes, ils savent par avance que l'establishment ne leur consentira aucun crédit. Ils ont pris leurs responsabilités en toute connaissance de cause, mettant sur le plateau de la balance leur foi, leur conviction, leur justesse de leur programme et l'honnêteté de leur engagement. Ils sont prêts à accueillir les suffrages des électeurs dans le cadre d'une compétition propre et transparente, arbitrée par une administration neutre pour promouvoir les valeurs d'une république moderne au service de tous les Algériens.
Tout est dit dans ce sujet signé Malik Benhassine. Le débat est donc ouvert dans Controverse ce soir avec 3 candidats à l'élection présidentielle. Avec nous Ali Benouari, Sofiane Djilali et Abdelhak Makki. Nous parlerons ce soir du volet économique, du 51-49. Nous parlerons des relations algéro-européennes, notamment avec la France, des relations entre l'Algérie et les États-Unis, des privatisations, de la place du pétrole, du commerce informel, des subventions. Nous essaierons, si nous avons le temps également, de parler du système de santé, de sécurité sociale, des événements qui ont secoué la ville de Gardaïa. Nous parlerons également de politique étrangère. Votre avis sur ce qu'on appelle le printemps arabe, également sur le cas Ali Benflis, puisque l'ancien chef du gouvernement pourrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle dimanche prochain à l'hôtel Hilton d'Alger. Ali Benouari, on vous voit rarement sur les plateaux de télévision, pas beaucoup. Merci de m'inviter. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous y croyez à ce scrutin, puisque vous avez parlé d'une candidature pédagogique? C'est quoi une candidature pédagogique, Ali Benouari? C'est expliquer d'abord pourquoi on est candidat, mais aussi délivrer des messages du genre pourquoi l'Algérie va mal, comment est-ce qu'elle peut s'en sortir et comment collectivement on peut organiser les choses pour que l'Algérie aille mieux. On ne peut pas faire l'économie de ce débat. Il faut expliquer aux Algériens de la manière la plus claire possible, ce qui n'a pas été souvent le cas au cours des précédentes élections, expliquer non pas qui on est, c'est bien de savoir qui on est, mais c'est pas la couleur de ses yeux ou sa tenue vestimentaire qui peuvent sortir le pays de la profonde crise où il se trouve. C'est un programme, c'est des équipes qu'on est capable de mobiliser ou pas. Donc, si on arrive à expliquer aux Algériens ce qu'on entend faire pour eux, expliquer, avancer, donc leur présenter un programme cohérent, je pense qu'on aura servi à quelque chose. Le reste, quand je dis que mon objectif, c'est simplement d'exprimer une candidature pédagogique, c'est pas tout à fait vrai. Tous les candidats aspirent à gagner. Sinon, ils ne seraient pas là. Mais je pense que même si on ne gagnait pas, on aura quand même gagné à exposer un programme, à exposer ses idées et à faire avancer le débat. Voilà. Abdelhak Makki, vous êtes d'accord avec Ali Benouari? Vous n'êtes pas là pour gagner, mais pour faire parler de vous, avancer et proposer des idées? Écoutez, en fait, pour moi, la chose est simple, parce que c'est mon expérience politique aussi, en tant que militant, non pas en tant que gouvernant. Quand on est un simple militant, on se bat pour que sa propre idée avance, quand je dis sa propre idée personnelle ou l'idée d'un parti, et de la faire avancer jusqu'à la réussite totale. C'est-à-dire d'avoir la majorité absolue dans toutes les institutions, pour que l'idée soit réelle et confortablement assise dans les institutions de l'État et de façon à la construire efficacement avec le personnel qu'il faut, donc des militants également. Donc la question, elle ne se pose pas par rapport à l'idée elle-même, elle se pose par rapport à la vision qu'on a de son propre pays. Cette vision, elle se nourrit dès le bas âge, d'accord. Elle se nourrit au cours de l'adolescence, parce qu'on a vu nos pères, nos aînés, etc. Mais elle se nourrit aussi de l'expérience qu'on peut avoir personnellement, et de façon à dire, mais pourquoi mon pays, quand il m'arrive de voyager, n'est pas aussi avancé que cela? Et donc c'est toute une réflexion à la base qui est là et qui va faire mouvoir l'individu de telle façon à dire mais pourquoi on ne peut pas apporter ces changements? Alors vous avez annoncé votre candidature dans le JT Soir de Dzaïl, c'était lundi dernier. Est-ce que c'est une candidature pédagogique, vous aussi? Non, je ne crois pas que c'est une candidature pédagogique. D'ailleurs, je ne peux pas avoir la prétention de dire je suis un enseignant à l'égard du peuple et de faire de la pédagogie. Non, il s'agit de faire un choix. Et donc, quand je dis un choix, ça veut dire qu'il faut poser la problématique réelle au peuple algérien en disant, voilà, il y a des programmes, vous avez une série de propositions, choisissez la meilleure. Et peut-être que je pourrais même indiquer la meilleure si la mienne n'est pas la meilleure. La question est de dire, quelle est la nécessité d'une élection? Pourquoi il y a une élection? Une élection, c'est pour mettre les idées au pouvoir.
Et donc, s'il n'y a pas cette idée-là, j'aurais pas été candidat. Alors, on va essayer de centrer le débat aujourd'hui sur la question économique. C'est ce qui intéresse le plus les Algériens, essayer de changer leur quotidien. Sofiane Djilali, vous avez un certain nombre de propositions sur le domaine économique. Vous en avez même parlé il y a 4 mois, ici même, sur le plateau de Controverse. Vous pensez pouvoir changer les choses entre 3 et 5 ans, Sofiane Djilali. Est-ce que c'est raisonnable ? Bon, on avait fait une petite incursion sur le programme. Je viens juste de présenter l'ensemble du programme présidentiel ce samedi 11. En réalité, le pays est entré dans une phase de transition générationnelle. C'est extrêmement important de comprendre ça. Depuis 1962, il y avait un régime en place qui était porté et qui s'incarnait dans une génération d'hommes qui avaient fait en particulier la révolution 54-62, pour quelques-uns d'entre eux au moins. Et on était resté dans le même style de gouvernance, dans la même mentalité, dans les mêmes formes de vision politique, économique, etc. Aujourd'hui, le pays a profondément changé, mais le pouvoir n'a pas changé. Et c'est ce décalage-là qui va pousser à peut-être une forme de changement très profond dans les toutes prochaines années, sinon peut-être dans les 3 mois prochains, parce qu'il y a une profonde aspiration de la population, majoritairement jeune, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus instruite, qui a d'autres désirs, d'autres objectifs dans la vie. Et c'est ce mouvement-là qu'on essaye de représenter quelque peu. Alors, oui, en 3 à 5 ans. 3 à 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas maintenant, en un clin d'œil, de changer tout le pays selon la force d'un président de la République, quel que soit son génie. C'est tout simplement dans cette phase, c'est libérer les énergies. Les Algériens aujourd'hui sont prêts à travailler, à agir, à réfléchir, à créer, à imaginer. Donc un président de la République n'est pas là pour imposer son point de vue sur tout ce qui se déroule. On l'a vu malheureusement pendant 15 ans. Est-ce que vous envisagez, en cas d'élection au scrutin d'avril prochain, est-ce que vous envisagez de réduire le pouvoir du président de la République, Sofiane Djilali ? Absolument. Absolument, parce qu'on a vu pendant 15 ans, ne serait-ce que sur le plan symbolique, on commencerait par là, pendant trop longtemps, tout se déroule sous l'autorité du haut patronage du président de la République, n'importe quel petit folklore, n'importe quelle inauguration. Même s'il est élu ? Oui, absolument, élu. Ce n'est pas normal. Un président n'est pas un pays. C'est pour ça qu'on a créé cette image du zaïm absolu dont le peuple est toujours à la recherche, où on fait semblant qu'il est à la recherche et que rien ne se déroule sans la haute volonté de Fakhametou. Ça, il faut en finir absolument. Et que proposez-vous pour changer cela ? Il faut d'abord qu'un président de la République reprenne son rôle, qui est constitutionnel. Il est là pour les grands équilibres, pour mettre en place, faire fonctionner les institutions, pour respecter les lois du pays, pour les faire respecter par tout le monde, et ensuite surtout pour libérer les énergies, libérer psychologiquement les Algériens, éliminer cette bureaucratie qui étouffe tout le monde, qui est en train de tuer le pays et qui est en train de gangréner sous forme de corruption à n'en pas finir, qui touche tous les niveaux du pays. Donc très rapidement, je vous dis, en 3 à 5 ans, le pays peut changer, peut respirer, les gens vont retrouver d'autres attitudes, un autre comportement. Il nous faut ce petit choc psychologique. Il peut venir en avril 2014. Alors, nous en parlerons avec plus de détails plus tard. Nous allons attaquer maintenant les programmes, vos programmes économiques. On va commencer avec vous, Ali Benouari. Vous êtes un partisan du libéralisme économique. Vous l'avez jamais caché. Vous avez même fait carrière dans des entreprises et au sein de banques. Vous proposez une deuxième république aujourd'hui, Ali Benouari, avec un système économique complètement différent. Comment va changer l'économie algérienne sous votre présidence en cas d'élection, évidemment ? Tout d'abord, je voudrais signaler qu'aucune réforme économique ne peut fonctionner s'il n'y a pas des réformes politiques et institutionnelles préalables. Ça, c'est le... Elles sont indissociables ? Non, elles ne sont pas indissociables. C'est pas ça. C'est que les réformes politiques et institutionnelles sont la condition sine qua non pour qu'on puisse entreprendre les réformes dans d'autres secteurs. C'est peut-être un peu l'originalité de mon programme, puisque j'établis clairement les priorités. Et il y a également un séquençage dans les actions au cours de 5 ans, pour qu'au bout de 5 ans, il n'y ait plus un seul chômeur algérien, pour qu'il y ait 1 million d'entreprises algériennes. Est-ce que vous croyez au chômage 0%?
Bien entendu, non seulement je crois au chômage 0% non, parce qu'il y a toujours des gens qui sont malades, des gens qui ne sont pas dans la formation n'est pas adaptée aux métiers qui sont recherchés, etc. Mais un chômage voisin de zéro, oui, c'est possible, compte tenu des potentialités algériennes. Mais les réformes politiques et institutionnelles me semblent absolument indispensables, et c'est ce qui fait que cette élection ne ressemble à aucune autre. Ça vient d'être dit par Sofiane Djilali. Moi, je crois que c'est un tournant capital dans l'histoire de notre pays. Une génération part, une autre arrive, et nous sommes, vous avez vu, 55, 62, 65 ans, nous sommes la génération charnière. Il pèse sur nous une responsabilité historique qui est de faire passer... Entre les vieux et les jeunes ? Absolument. Notre responsabilité historique est de transmettre le témoin dans 5 ans à des générations plus jeunes. Maintenant, ces réformes politiques et institutionnelles, on peut en parler, c'est absolument clair, c'est la séparation des pouvoirs, c'est une justice indépendante pour en finir avec la hogra, pour en finir avec le sentiment de justice. C'est assez vaste. Pas du tout, c'est pas vaste du tout. Tout est précis. Tout est précis. Si on parle d'indépendance de la justice, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif est à la prééminence sur le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, il faut que les Algériens savent que s'il y a de l'injustice dans ce pays, c'est parce que la justice n'est pas indépendante. On élit les députés, on élit le président de la République, donc on élit les deux pouvoirs exécutifs et législatifs. Il faudrait élire les juges. Seuls des juges élus peuvent assurer l'indépendance de la justice. pour باش نهضروا بالعاميه واحد يروح يشكي حقرو جدرمي ولا بوليسي يروح يشكي لمن يشكي للقاضي والقاضي شكون عينو هذاك اللي حقرو كيفاش يظلم اللي عينو دونك هذه je l'exprime بالعاميه pour juste expliquer aux Algériens que il faut en finir avec la notion de premier magistrat du pays qui rappelle un peu ce que disait Sofiane Djilali, le Zaïm. Il n'y a pas de Zaïm. En France aussi, le président de la République est le premier magistrat du pays. Monsieur Benoîli. La France est un régime présidentiel. Nous nous sommes inspirés. Non, la France est un régime démocratique parce qu'il y a effectivement une séparation des pouvoirs, mais c'est un régime présidentiel depuis De Gaulle et la vous remettez en cause que le président de la République soit aussi président du Conseil supérieur de la magistrature, par exemple. Bien entendu. Donc c'est une réforme profonde que vous proposez. Bien sûr, c'est scandaleux du point de vue de c'est pas maintenant chaque peuple se choisit les dirigeants et la démocratie qu'il veut, mais nous sommes là pour dire la vérité au peuple. Il n'y a pas de justice parce que la justice n'est pas indépendante. Mais ce n'est pas là le seul dysfonctionnement. On peut en parler. Il n'y a pas de démocratie dans notre pays et c'est la raison pour laquelle aucune réforme ne peut marcher. Maintenant, si nous faisons ces réformes politiques et institutionnelles, nous pouvons en parallèle entreprendre des réformes dans le secteur économique, institutionnel, de l'éducation, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'industrie, etc. Maintenant, la deuxième, pour moi, grande réforme, qui est la matrice des réformes économiques, qui conditionne tout le reste, c'est la réforme monétaire et fiscale à laquelle je suis extrêmement attaché pour une raison. Parce que c'est la seule réforme qui permet de libérer les énergies à une échelle qui soit suffisamment importante pour que tous les autres secteurs puissent, pour qu'on puisse librement produire, innover, commercer. Et vous plaidez pour un dinar fort. Je plaide pour un dinar fort. Que veut dire aujourd'hui un dinar fort? Parce que c'est une mesure assez contestée aujourd'hui. Que voulez-vous dire par un dinar fort? Un dinar fort est un dinar adossé à une économie qui fonctionne, à une économie qui n'est pas entravée. N'est-ce pas? C'est d'abord cela. Mais à une fiscalité appropriée aussi. Il ne faut pas que la fiscalité chasse les investisseurs et empêche les investisseurs étrangers de venir chez nous et encourage les Algériens à faire fuir leurs capitaux à l'étranger. Mais c'est toute une réforme que je présente et qui est extrêmement claire dans sa présentation, et extrêmement facile dans sa mise en œuvre. On pourra en parler si vous le souhaitez. Sofiane Djilali, quelle est aujourd'hui la matrice du programme économique, de votre programme économique aujourd'hui? Oui. Écoutez, moi je rejoins tout à fait l'explication. Il nous faut un état de droit. Tant qu'on n'a pas d'état de droit, on n'aura pas d'économie. Parce que l'investisseur, lorsqu'il vient, il ramène de l'argent, il met son argent sur le marché d'une façon ou d'une autre, il a besoin d'être sécurisé. La Tunisie et le Maroc ne sont pas des régimes démocratiques qui ont attiré pendant des années des milliers d'investisseurs et qui ont renforcé leur économie. Oui. Et ce ne sont pas des états de droit. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce sont des états de droit pour les étrangers. Voilà. Nous, on a besoin d'un état de droit pour les Algériens, ce qui est fondamentalement différent. Donc, un état de droit construit sur des processus démocratiques où les gens peuvent investir librement est une condition sine qua non pour
créer cette dynamique économique. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'économie? Parce qu'il faut expliquer aux gens. Très souvent, les gens ont l'impression que l'économie, c'est une science compliquée où il faut beaucoup de savants, beaucoup d'économistes. L'économie existe depuis que l'être humain est sur Terre. L'économie, c'est tout simplement comment s'organiser pour produire sa nourriture, pour s'habiller, pour s'échanger, etc. L'économie, c'est pas Adam Smith ou Pareto ou Marx ou qui ont créé l'économie. Eux, ils ont théorisé une réalité qui existe. Donc, il faut revenir à notre réalité. Quelqu'un qui n'a pas une possibilité de profit pour agir, pour faire l'effort, pour travailler, se lever le matin à 5h ou 6h du matin pour travailler tard, s'il n'a pas la sécurité qu'en retour, il a son dû, eh ben, il ne le fera pas. Et c'est pour ça que l'esprit communiste, socialiste qui a étouffé, cassé l'initiative, qui a brisé l'envie de réussite, mais qui n'est plus en vigueur aujourd'hui. Qui n'est plus en vigueur et qui a été remplacé par un grand désordre général. Alors, que proposez-vous pour mettre fin à ce parce qu'il a été remplacé, le monopole d'État a été remplacé par des monopoles privés, non pas en tant qu'investisseur, mais en tant qu'actionnaire du pouvoir. Vous êtes au pouvoir, vous êtes ministre, vous favorisez les cousins, les neveux, les frères, etc. Et donc ça, ce n'est pas une économie productive. Nous sommes en plein dans une économie rentière. Il y a des hydrocarbures qu'on vend à l'étranger. Et puis, en retour, cet argent-là, on s'achète un peu de tout à travers un circuit de distribution de la rente et de la consommation. Donc, nous sommes sous forme d'un trou noir qui absorbons tout et qui ne produisons rien du tout. Maintenant, il faut changer fondamentalement ce comportement. Il faut d'abord qu'on se fixe comme objectif principal, revenir à une économie productive. Il est absolument impensable de continuer à dépendre à 98% des exportations des hydrocarbures pour pouvoir s'alimenter. Ça, c'est hors de question. Est-ce que ça peut changer de 3 à 5 ans? Ça doit changer. Ce n'est pas que ça peut, mais ça doit. Nous sommes face à un défi immense. De quelle manière? Il faut très rapidement enlever une grande partie de la bureaucratie qui étouffe l'investissement. Ensuite, favoriser complètement l'investissement de l'Algérien. Ensuite, aider l'investissement étranger, qu'il vienne non pas pour, comme parasite, sucer ou absorber les moyens financiers et monétaires de l'Algérie et les exporter, comme jusqu'à présent le marché a été ouvert, mais au contraire, pour faire un contrat gagnant-gagnant des deux côtés, où l'investisseur étranger trouve son compte, mais où l'Algérie doit trouver son compte. Abdelhak Maki, votre programme n'est pas encore connu, puisque vous avez annoncé seulement il y a 48 heures votre candidature. Est-ce que vous pensez, comme l'a dit déjà Reda Ahmiani sur ce plateau il y a 3 mois, est-ce que vous pensez que le prochain mandat présidentiel sera un mandat économique ? Écoutez, je ne comprends pas ce langage qui voudrait faire de l'économie la prima ratio du pays. Je ne le comprends pas. Pour quelle raison? Parce que, en fait, quand je vois le monde aujourd'hui, la crise de 2007 a mis sur la table ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle désormais l'économie politique mondiale. C'est-à-dire qu'on a vu tous les États du monde intervenir dans l'économie internationale au point de dire qu'elle n'est plus une économie libérale en quelque sorte. Et il y a eu un nouveau débat au niveau international. Est-ce que Keynes n'avait pas raison 60 ans ou 70 ans après? Parce qu'en fait, tout le monde s'est mis à faire de l'économie publique. Vous l'avez constaté. Mais est-ce que le fait qu'il y ait absence d'économie en Algérie, est-ce que cela a fait en sorte que l'Algérie échappe à la crise économique de 2007? Est-ce que c'est un avantage? Non, je ne crois pas. Je crois que simplement l'Algérie n'était pas assez intégrée au marché mondial et que la crise a mis du temps pour arriver en Algérie. Elle est là maintenant, mais elle a mis du temps pour arriver parce que justement il n'y avait pas les rouages indispensables de l'économie mondiale rattachée à l'économie algérienne. Mais ce que je voulais dire, pour moi, l'économie est indissociable de la politique. Preuve en est, c'est qu'on a l'économie politique qui se charge et que les deux liens, le lien entre les deux disciplines est un lien pas innocent. Et puis aujourd'hui, on parle de l'économie mondiale et donc de l'économie politique et on voit que les institutions politiques qui décident même au niveau de la politique mondiale. Donc pour moi, qui dit politique, dit art du possible, qui dit art du possible, dit
avoir une vision globale de comment va être le changement, y compris dans l'économie et y compris dans d'autres secteurs. Mais quelle serait votre première grande mesure économique? Écoutez, moi, disons, les grandes mesures, c'est une étape que j'ai appelée une étape prioritaire, qui exige, qui n'est pas forcément celle de l'économie, qui exige que l'on s'attache à une réforme profonde de l'État, administrative. Non, une réforme profonde de l'État qui concerne toutes les institutions, y compris l'objectif de l'État, comment doit-il fonctionner, etc. Mais, y compris les institutions. Mais en même temps, cette réforme de l'État suppose donc une réforme fondamentale de la Constitution qui tiendrait des nouvelles réalités dans le monde et du pays, parce que nous avons quand même une jeunesse qui est formée, malgré tout, et qui est capable d'accéder à une constitution et de la comprendre. Donc, de façon que les Algériens puissent utiliser aussi facilement et qui ne soit pas transformable, comme avait dit Soufiane Djilali, au gré de chaque locataire du Mouradia à nouveau, et qu'elle soit fixe pour ce pays, comme l'est par exemple la constitution américaine ou suisse. Et la première mesure économique après cette réforme prioritaire? Excusez-moi, je finis sur la réforme politique parce que c'est indispensable pour l'économie. La deuxième chose, c'est la réforme, c'est la réduction du train de vie de l'État. Et là, nous sommes dans l'économie. La réduction du train de vie de l'État. Moi, je me suis posé la question, ce pays a-t-il besoin d'avoir une pléthore de ministres? Je réponds non. On peut faire de l'économie dans la gestion politique elle-même. Un gouvernement idéal de 15 ministres? Moins? En tous les cas, pour moi, j'ai compté entre 12 et 15 ministres. Entre 12 et 15. Entre 12 et 15. 30 à 32 le gain est en millions de dinars. D'accord? Ne serait-ce que la réduction des déplacements de ministres inutiles, etc., etc. Ce qui reste quand même insignifiant. Non, mais qui est important quand vous ajoutez de petites réformes ainsi. Mais sur le plan de l'économie proprement dit, c'est-à-dire que je parle des étapes prioritaires. C'est la question non pas de l'économie, mais du développement durable. Parce que je n'oublie pas que dans ce pays, et je l'ai annoncé dans mes fonctions ici sur le plan humanitaire, à plusieurs reprises dans mes conférences, etc., que nous comptons en 10 millions à 15 millions de pauvres. Et qu'une économie qui ne tiendra pas compte de cette réalité et qui ne va pas justement remédier à cette réalité, elle va en échec parce qu'elle va accroître les inégalités. Donc, il y a la lutte contre la pauvreté. Mais il y a aussi les nouveautés qu'il faut, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se fermer, dire qu'on doit changer l'économie, par exemple en faire de l'économie numéraire le credo de mon mandat. L'économie numéraire, ce qui suppose que je dois toucher à l'éducation nationale, ce qui suppose que je dois toucher à la gestion de l'administration, ce qui suppose que je dois toucher même à la gestion du sport, parce qu'en fait, il faut faire pénétrer l'économie libérale. Vous savez combien ça représente l'économie, numérique? L'économie numérique dans le monde, 3 700 milliards de dollars. Merci, M. Mekki. On y reviendra. Avant de parler de l'intégration économique d'Algérie, M. Benouari, vous avez parlé d'une réforme fiscale que vous voulez réaliser. Vous avez été ministre délégué au budget dans les gouvernements, au Trésor, de Ahmed Rezaï de 91 à 92. Pourquoi n'avez-vous pas mis en place cette politique fiscale qui vous tient à cœur? Est-ce que vous n'avez pas les pouvoirs? Non, pour une raison très simple. C'était un gouvernement chargé en premier lieu d'organiser les élections législatives, les premières élections. Mais vous étiez ministre délégué au Trésor. Mais le gouvernement, sa première mission a été d'organiser les élections qui étaient prévues pour juin et qui ont été reportées à décembre. Donc c'était un ministère sans importance? Pas du tout. C'était simplement un gouvernement de technocrates. On lui a fixé 2 missions. La première, organiser des élections libres. Je crois que nous sommes bien acquittés de ce devoir. Oui. Et la deuxième, c'était de faire face à la crise économique et financière d'une gravité sans précédent. Je rappelle que quand je suis arrivé au gouvernement, il n'y avait pas $1 en caisse. Il n'y avait pas d'argent du tout. Et mon rôle était de remplir la caisse, pas de la vider. Et vous l'avez fait? Et je l'ai fait puisque nous avons pu traverser sans encombre cette période extrêmement difficile et organiser les élections dans de bonnes conditions.
Donc, ces réformes, cette réforme fiscale... Est-ce que vous pensez que votre appartenance au gouvernement d'Orzali est un handicap dans cette course à la présidentielle? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, moi je crois que c'est un énorme avantage. Pourquoi? Parce que je rappelle que j'ai fait partie d'un gouvernement de printemps algérien. C'était le printemps algérien. Vous considérez que 91, est-ce que vous considérez que la victoire du fils est un printemps algérien? C'est la conséquence du printemps algérien, de la même manière que l'arrivée des islamistes en Tunisie, en Égypte et ailleurs ont été la conséquence du printemps arabe. Mais ce printemps, c'est quoi? Aujourd'hui, il prend une connotation négative de plus en plus. Mais non, il faut dire aux Algériens, le printemps reste le printemps, quoi que l'on fasse de ce printemps. Il reste le printemps. Et donc, il faut saluer ce printemps arabe, mais le gérer autrement, essayer de le gérer de manière pacifique. L'enjeu, il est là. C'est ne pas refaire les erreurs que nous avons faites en 91-92, ne pas faire les erreurs que les Tunisiens, moins les Tunisiens que les Égyptiens sont en train de faire. Alors, on va parler des mesures économiques avec plus de détails, voilà. Ali Benouari. Oui. Par exemple, la règle du 51-49, est-ce que vous allez la maintenir ou la supprimer? Stupide. C'est comme toutes les décisions économiques qui ont été prises ces dernières années, je crois qu'elles sont frappées du sceau de la stupidité. Et je pèse mes mots. Ces défenseurs parlent d'une protection d'économie nationale. Tous les dogmes sont mauvais. Établir que l'investissement étranger doit se faire uniquement dans le cadre 51-49 est un dogme stupide. Et d'ailleurs, il ne marche pas. Comme celui qui a consisté à obliger les opérateurs, les importateurs à passer par le moyen de la lettre de crédit. Stupide. Ce n'est qu'une forme de paiement et qui nous a coûté beaucoup d'argent. Et donc, il faut mon libéralisme à moi, c'est mettre de l'intelligence et de la liberté au cœur de chaque programme, au cœur de chaque action. Vous appelez à une privatisation générale des entreprises publiques? Pas du tout. C'est tout simplement l'intelligence au pouvoir. Et qu'est-ce que c'est l'intelligence au pouvoir? C'est de réfléchir et avec pragmatisme, de se demander qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui compte tenu de la somme de contraintes que j'ai. Contraintes intérieures, mais aussi contraintes internationales. Nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Et donc, chaque fois que nous devons prendre une décision, il faut réfléchir. Autrefois, on réunissait des groupes de travail. Quand un ministre ou un gouvernement voulait faire une réforme, on créait des groupes de travail dans lesquels on mettait des experts, on mettait des ingénieurs, on mettait des économistes, on mettait des privés qui venaient et qui éclairaient la décision. Je constate que ça ne se fait plus. Dès qu'on a une idée, on la transforme en loi ou en règlement, en décret, et puis on devient aveugle. Est-ce que vous allez renforcer les privatisations? Alors, la privatisation, c'est quoi? C'est tout simplement confier au secteur privé les secteurs marchands. Tout ce qui est marchand doit être laissé au secteur privé. Maintenant, il y a des secteurs stratégiques, et encore, il faut débattre, il faut qu'il y ait un débat sur ce qui est stratégique et ce qui ne l'est pas. Par exemple, Sonatrach peut être, bien sûr, certaines activités de Sonatrach sont stratégiques, d'autres le sont moins. Mais c'est un autre débat. C'est un débat un peu plus. Mais simplement éviter les dogmes. Et dire, oui, il faut privatiser parce que le privé gère mieux que l'État. Qui peut affirmer que l'État gère mieux l'économie que les privés? Donc, il faut privatiser ce qui est privatisable. Il faut, par contre, investir. Il faut que l'État investisse là où dans les secteurs importants, stratégiques, où le privé ne va pas. Et donc, on peut parallèlement, on peut en même temps privatiser et créer des entreprises publiques. Le taux de chômage. C'est ça que j'appelle l'absence de dogme. Quelle est la solution miracle pour réduire le taux de chômage? La solution miracle pour réduire le taux de chômage et le faire disparaître complètement, c'est d'encourager les Algériens à créer des entreprises, faire des Algériens des entrepreneurs. C'est possible à condition qu'on s'en donne les moyens. Et dans mon programme, j'expose des idées toutes simples pour qu'on ait 1 million d'entreprises au bout de 5 ans. Et si simplement 10% de ces entreprises survivent, ça fait 100 000 entreprises et croyez-moi, c'est énorme et ça peut devenir les champions de demain qui peuvent produire et exporter. Sofiane Djilali, la règle du 51-49, est-ce que vous la trouvez stupide aussi, comme Ali Benouari? On avait abordé cette question dans l'émission précédente. Oui. Je crois qu'il faut sortir de l'idéologie. Et maintenant, on a en face de nous une économie qui doit devenir productive, qui doit ramener de la plus-value, qui doit proposer des emplois aux Algériens qui sont au chômage, donc il faut réfléchir dans ce sens. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je suis contre
qu'on fixe une règle de ce type. D'autant plus que l'arrêt 49-51, c'est évident que parce que nous, on a besoin de capitaux étrangers, mais pas simplement sous forme d'argent. Donc vous la supprimerez en cas d'élection. Absolument. Nous avons besoin de savoir-faire. Cas par cas. Le savoir-faire, la technologie, etc. C'est ce qu'ils doivent apporter. Mais les gens ne viennent pas vous donner leur savoir-faire et rester minoritaires en face de vous dans un état de non-droit, parce qu'ils savent très bien que n'importe qui peut leur prendre leur dû. Donc il faut sortir des dogmes. Autant la privatisation que le secteur public, que ces règles-là, il faut Comment assouplir. sortir du dogme, Sofiane Djeli? Comment sortir du dogme? Par exemple, la privatisation. Les privatisations qui ont été faites les années précédentes, c'était tout simplement le transfert de moyens, de deniers publics vers de la clientèle. Et ils ont, soi-disant sous couvert de privatisation, ils ont offert des usines, des entreprises à des gens de l'entourage du pouvoir. Ça, c'était criminel. Il s'agit, lorsque dans un secteur particulier où on a besoin de faire introduire plus de concurrence, plus d'innovation, etc., on ouvre au capital privé qu'il puisse gérer ces entreprises, mais pas au détriment de la nation. Deuxièmement, lorsqu'on a un secteur public qui peut être là, parce qu'il y a des domaines stratégiques, mais il faut que ces entreprises soient gérées de façon rationnelle. On ne met pas les amis qui coulent les entreprises. Donc, lorsqu'il y a tout un mélange, le problème est que l'économie n'était considérée jusqu'à présent que comme l'attribut du pouvoir. J'ai le pouvoir, je suis président de la République ou ministre, et ben je dispose et je fais ce que je veux de la richesse de la nation. C'est de cet esprit-là qu'il faut sortir. Maintenant, il faut que l'État mette en place une régulation par le droit de l'activité économique où tout un chacun peut aller investir sans contrainte. Si vous voulez investir dans un secteur sensible, on vous l'interdit parce qu'il vous faut des autorisations. Mais lorsqu'il y a un deal quelque part, on donne des marchés aux amis. Ça, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Abdelhak Maki, la règle du 51-49. Écoutez, comme j'ai eu à me Stupide, c'est le terme choisi j'utilisais pas ce terme parce que, en fait, même lorsqu'il n'y avait pas cette règle-là, il faut bien le constater, les investissements étrangers n'ont pas marqué... Un problème de sécurité et d'instabilité aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire parce que votre première question posait la question de l'économie et de la politique. En fait, c'est la politique qui a déterminé la politique de l'investissement. Et donc, il faut constater que de 1999 à 2009 ou 2010, les investissements étrangers ne sont pas venus en masse s'investir, si vous permettez, s'investir dans ce pays. Par contre, je suis contre la règle. Pourquoi contre? Parce qu'en fait, elle n'a fait que retarder davantage notre adhésion à l'OMC. Comme je suis contre, par exemple, de l'exonération des matières premières, de la fiscalité des matières premières pour les entreprises, parce que ça ne fait que retarder notre adhésion à l'OMC et parce que ça créerait des soupçons par nos partenaires ou chez nos partenaires européens. Et donc, il va falloir gérer l'économie avec rationalité. C'est-à-dire en tenant compte à la fois non pas simplement du tambour national, ce que j'appelle le nationalisme aveugle, mais en fait en tenant compte des réalités internationales. Et là on va limiter le dogmatisme, parce que tous les dogmes, y compris les dogmes économiques, et j'ai en face de moi un ancien ministre délégué du Trésor qui suit l'économie et son évolution, tous les dogmes sont tombés ces dernières années. Tous les dogmes pratiquement, et nous sommes encore à la recherche d'un souffle nouveau pour l'économie mondiale. Et on ne sait même pas comment y aller. Faut-il supprimer le système libéral et capitaliste entier ou pas? On ne le sait même pas. Et je tiens à dire une chose, que la privatisation n'est pas non plus une panacée. Parce que la crise, elle vient d'où? Elle vient du secteur privé. C'est la faillite. C'est la faillite des Brothers, de la banque Lehman. Oui. Donc c'est la faillite du système bancaire qui était totalement privé. La question aujourd'hui est d'être vigilant en ce qui concerne les décisions politiques, parce qu'en fait les investisseurs sont des investisseurs qui sont tout à fait différents de ceux d'il y a 30 ans, sont des investisseurs qui donnent plus d'importance à l'action politique qu'à l'action économique et qui peuvent venir investir parce que simplement le sourire du président de la République leur plaît. C'est ça la Monsieur Belouadi, allez-y.
Oui. Est-ce que vous pensez Non. que l'intégration d'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce est une nécessité aujourd'hui? Nous n'avons même pas, nous avons d'autres soucis que celui-là, croyez-moi. Il faut mettre le ménage, il faut faire le ménage chez nous. Il faut mettre la maison en ordre avant de faire quoi que ce soit. Tout est désordre. Tout est tordu. La politique de subvention est une politique démente. Elle creuse le déficit de la balance des paiements. On vient de voir cette année, pour la première fois, réapparaître un déficit au niveau de la balance des paiements. Elle crée du pouvoir d'achat sans contrepartie. Elle donne l'illusion aux gens que leur pouvoir d'achat s'est amélioré. Et elle induit de la paresse. Elle entraîne de la corruption, elle entraîne une déperdition des ressources au niveau les carburants qui se vendent chez les pays voisins, le pain qui finit comme aliment du bétail ou dans les poubelles, le lait qui finit en yaourt vendu par une multinationale qui est Danone, qui finit dans des produits subventionnés qui finissent comme les œufs, comme dans les pâtisseries. Donc on subventionne le riche et le pauvre. Il faudrait subventionner, peut-être penser uniquement à subventionner les pauvres pour économiser les ressources. Nous gaspillons des ressources à tous les niveaux. Maintenant, la question de l'économie, du type d'économie, est-ce que l'économie libérale est beaucoup plus adaptée, appropriée pour les Algériens que l'économie, disons, socialiste ou administrée? L'histoire a répondu. Je suis absolument choqué quand on nous met en garde contre les dérives du capitalisme en nous citant les crises du capitalisme, la crise de 2008, bien sûr, mais c'est une des innombrables crises qui ont jalonné l'évolution du capitalisme. Mais aucune personne sérieuse au monde, y compris bien entendu en Algérie, puisque le modèle socialiste a totalement échoué, c'est lui qui nous a conduits là où nous sommes, ne remet en cause le modèle lui-même. L'économie de marché entraîne des excès qui finissent par se corriger. Qui peut plaindre? Qui est dans une meilleure situation? Les États-Unis d'Amérique, la Corée du Sud, l'Angleterre, la France et tous les pays qui ont subi de plein fouet la crise de 2008, qu'ils ont surmonté. Ou bien des pays comme l'Algérie qui n'ont rien osé, n'ont rien entrepris, mais qui ne produisent rien, qui n'exportent rien et qui sont à la merci d'un choc pétrolier qui nous amènera aux portes de la famine. Et ça, il faudrait qu'on en parle. Est-ce que vous pensez que l'Algérie risque la famine? Bien entendu. Ali Benouari? Absolument. J'explique aux Algériens, il faut que les Algériens sortent de la torpeur, de la douce torpeur dans laquelle les a plongés l'augmentation des prix du pétrole, l'aisance pétrolière, l'aisance financière due aux excédents pétroliers. Il faut que les Algériens sachent que si un jour, nous n'exportons plus, nous n'avons plus de surplus à exporter. C'est-à-dire, je ne parle pas d'une baisse des prix du pétrole, je ne parle pas d'une baisse de la production du pétrole, je dis simplement, si le modèle actuel continue, avec une augmentation exponentielle de la consommation d'énergie, on ne produit pas un seul kilowattheure d'électricité en dehors du gaz. Tout est dérivé en termes de carburant, d'énergie, etc. Tout est dérivé du pétrole et du gaz. Et donc, et c'est à des prix qui sont subventionnés, des prix qui sont beaucoup, beaucoup plus bas que le marché international. Certes, ça nous donne un avantage comparatif sur les pays étrangers. Mais comme nous n'utilisons pas cet avantage comparatif pour produire et exporter des biens industriels et autres, et que nous utilisons cet avantage uniquement pour la consommation intérieure, il peut arriver, si le modèle continue, si le trend continue, que d'ici 5 à 10 ans, demandez à tous les experts, Abdelhak Lamiri et d'autres, le rapport de Nebni, tous les experts algériens vous diront que si nous continuons avec ce modèle de production et de consommation et de subvention, nous arriverons très vite, le modèle ira à ses limites, c'est-à-dire que nous n'aurons plus rien à exporter. Et c'est là que j'ai envie de mettre l'accent. Si nous n'arrivons plus rien à exporter, nous tomberons de très haut. Au rythme actuel, qui double, où les importations doublent tous les 5 ans, ça fait 150 milliards de dollars dans 5 ans. 150 milliards de dollars, ou même si le niveau des importations stagne au niveau où il est actuellement, nous tomberons de 75 milliards, 80 milliards à 0 ou 1, puisque nous n'exportons rien d'autre. Et si ce n'est pas la famine qui nous attend, alors c'est quoi? C'est ça le courage. Brièvement, avant de passer aux événements de je voudrais juste rappeler à C. Benouari les analyses des prix Nobel, Stiglitz, Kahneman, Krugman, etc., sur l'économie mondiale. En fait, ils disent que ça doit changer, le système doit changer, le système libéral, etc. Donc, il y a toute une doctrine actuellement économique nouvelle
qui a une vision tout à fait haute, parce que même le système libéral est arrivé à ses limites actuellement, puisque la crise est une crise successive, c'est-à-dire que nous assistons à des bulles que construit même la Fédérale Réserve, et des bulles immobilières comme des bulles financières, etc. Que serait le monde si demain, je pose la question et peut-être que j'aurai la réponse de l'ancien ministre du Trésor, que serait le monde si demain la croissance revient dans les pays occidentaux, quel serait le taux de la dette dans le marché swap? Ça va gêner toute l'économie mondiale de ce niveau. Non, il faut être très réaliste aujourd'hui. Le monde, dans son ensemble, ne va pas. L'Algérie aussi ne va pas bien. Mais le monde, dans son ensemble, ne va pas bien. Il y a de plus en plus de difficultés sur le plan mondial, on en parlera au niveau international, mais il y a aussi des difficultés qui sont propres à l'Algérie. La question, c'est bien de dire qu'il ne faut pas de dogme, mais qu'on ne revient pas avec le dogme du libéralisme, parce que les Algériens connaissent les effets du dogme du libéralisme avec le FMI et les ajustements structurels que M. Bounouari a dû appliquer aussi. Le libéralisme n'est pas un dogme. Excusez-moi d'intervenir parce que je crois que c'est plus intéressant aussi que nous débattions entre nous, seulement avec vous. Le libéralisme n'est pas un dogme. Les excès du libéralisme se corrigent d'eux-mêmes. Bien sûr, il y a bulle, il y a explosion de la bulle, il y a correction du pouvoir d'achat global, et ça repart. Excusez-moi, vous pensez que Friedman, c'était pas un dogme, la politique monétaire? Friedman est une école. Pourquoi vous réduisez l'économie de marché à Friedman? Non, mais je dis pas, je l'attribue. Je dis en fait l'économie libérale. Friedman, juste pour l'explication, Friedman a été conseiller de Ronald Reagan et conseiller de Margaret Thatcher, et qu'on a vu le résultat. Et la social-démocratie à la suédoise, c'est du libéralisme aussi. Nous avons l'exemple de la social-démocratie de Schröder qui a donné des résultats. C'est du libéralisme. On va donner la parole à M. Djougali, allez-y. Il est vrai que dans le monde, il y a maintenant une grave crise, que l'économie va mal. Le problème est qu'en Algérie, il n'y a pas d'économie. Donc l'économie en Algérie n'existe pas déjà à l'origine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Il y a un problème. Il ne s'agit pas de dire tout simplement que le libéralisme, par ses effets, va se rééquilibrer tout seul. Il y a une dérive vers l'industrie financière qui a étouffé l'industrie productive. D'ailleurs, il y a des délocalisations extrêmement importantes des États-Unis, d'Europe vers la Chine. Maintenant, il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle, par exemple, au cœur de l'Europe, il y a le modèle allemand qui, lui, se fonde essentiellement sur l'exportation de machines-outils, de produits. C'est une économie extrêmement puissante vers l'exportation. Vous avez d'autres économies qui, elles, maintenant, petit à petit, sont en train de se mettre en voie de sous-développement. Ce qui est extraordinaire, par exemple, lorsque vous voyez le taux dans le PIB, la participation de l'industrie, elle est en train de diminuer en Europe, aux États-Unis. Elle passait peut-être, c'était à 20% du niveau de production intérieure. Elle est passée à 12%, par exemple, dans des pays du sud de l'Europe. Donc, globalement, l'Occident, le vieux monde, s'est petit à petit laissé entraîner dans l'industrie financière, à oublier les fondamentaux dans la production, et c'est la Chine et d'autres pays qui sont en train de monter en puissance dans la production. C'est pas notre problème à nous. Les Algériens n'ont pas ce problème. Voilà, il faut pas induire les Algériens en erreur. Nous n'avons rien. Nous n'avons ni industrie financière, ni industrie tout court, ni... Si vous permettez juste un petit mot. Avant de penser à se connecter au système mondial, il s'agit de remettre de l'ordre dans la maison. Et remettre de l'ordre, c'est rétablir les premières fonctions d'une économie normale, qui est celle de produire, de pouvoir échanger, sans compter sur les attributs divins, puisque le pétrole est un don de Dieu. Donc, il faut qu'on se mette à travailler très sérieusement et à produire, et le pouvoir, son rôle, le président, le gouvernement, etc., c'est de huiler les rouages, de déboucher les canaux, de laisser les Algériens produire leur pays. Parce que il faut bien comprendre qu'une économie doit provenir de sa population. L'économie n'est pas construite par un chef d'État qui se croit omnipotent. Libérer les initiatives. Alors, comment dire en arabe, al-waqtu yudahimuna, on va passer à d'autres sujets aujourd'hui. On a peu de temps, on va parler de Gardaïa et de politique étrangère. Ali Benouari, la ville de Gardaïa a été secouée ces dernières semaines par des tensions intercommunautaires. Il y a eu des affrontements, un mort, plusieurs blessés. Le Premier ministre s'est rendu lundi dernier sur place. Il a passé là-bas les fêtes du Mouloud, une prière dans une mosquée ibadite,
une autre dans une mosquée arabe. Comment, selon vous, peut-on régler le problème de Gardaïa aujourd'hui? En commençant d'abord par reconnaître la diversité de notre peuple. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non. Cette diversité, il faut l'assumer. Le peuple ibadite est une composante essentielle de la nation algérienne, industrieuse, c'est-à-dire travailleuse. Elle ne recourt pas aux services sociaux, elle règle ses problèmes en général au sein de la communauté. C'est un modèle de démocratie intérieure et cette communauté fait prospérer l'Algérie par son travail, par son génie propre. Elle ne connaît pas les mêmes taux de chômage que les populations avoisinantes. Les problèmes qui ont surgi viennent de ce facteur-là. Mais il faut reconnaître à la communauté mozabite le rôle éminemment important qu'elle assume en Algérie. C'est une communauté dont nous devons être fiers. Et pour autant, il ne faut pas négliger le problème des populations avoisinantes qui souffrent, comme d'ailleurs le reste de la population algérienne, du chômage, de la malvie, etc. Ce sont deux modèles de société que nous avons. Nous avons le modèle de la société ibadite qui est extrêmement efficace, structurée, solidaire, et nous avons le reste, le modèle de l'Algérie qui est, en tout cas, pour ce qui est des populations avoisinantes, qui souffrent d'autres choses, qui n'arrivent pas à se structurer, à produire du travail pour ses enfants, etc. Et l'État doit se préoccuper de ce problème-là et ne pas rester dans le déni. Et surtout, ne pas rester neutre, ne pas rester absent, et aller résolument. C'est bien, je salue ce qui vient d'être fait, mais ça aurait pu être fait plus tôt. Mais au-delà, il faut résoudre le problème du chômage dans les régions du Sud. Monsieur Djilali, un mot sur Gardaïa, les tensions? Oui, c'est une situation assez dramatique, mais en même temps, peut-être qu'elle va aider les gens à se réveiller. D'abord, la pluralité du pays, la diversité, et il faut les considérer ça comme une richesse. Moi, j'ai été sur place juste après ces événements-là, et je voulais comprendre exactement, discuter avec les représentants de toutes les communautés. Et ça s'est très bien déroulé parce que tout le monde a envie de sortir de cette situation. Maintenant, les réactions du Premier ministre, toujours cette façon de vouloir rattraper une fois que le coup est fait. Est-ce que vous saluez la visite effectuée hier à Gardaïa du Premier ministre? Est-ce que c'est un geste positif? Je n'ai pas à la saluer parce qu'elle est très tardive. Elle est venue après que beaucoup de dégâts ont été causés. C'est un cautère sur une jambe de bois. Il va distribuer de l'argent comme il a l'habitude de le faire. Il distribue partout l'argent. Il n'y a pas eu d'annonce de distribution d'argent avant-hier. Pas avant-hier, mais juste la semaine d'avant. Mais pour le conflit en lui-même. Oui. Il a annoncé qu'il distribuait 30 000 lots de terrain, qu'ils allaient travailler. Bon, tout ça, ça se fait toujours dans la précipitation. Qu'un Premier ministre s'occupe directement des problèmes, oui, il faut qu'il soit sur place. Il l'a fait tardivement, et surtout le problème, c'est toujours cette façon-là de penser qu'on achète tout avec l'argent du pétrole. Monsieur Mekki, brièvement, les événements de Gardaïa. Écoutez, très brièvement, comme je m'étais préoccupé quand il y a eu la première crise en 2007, 2006, 2007, en tant que directeur exécutif d'une ONG avec des amis, on a été sur place. Je connais bien la question. Mais pour moi, ça c'est le résultat du centralisme exacerbé de l'État algérien. Et donc ça nécessite une réforme politique dont je parlais profonde, pour que chaque région puisse travailler dans sa spécificité, son avenir régional, mais qu'elle n'oublie pas qu'elle appartient à une nation qui est l'Algérie. Donc ça c'est important. Mais la deuxième chose, parce que vous parliez de l'action du gouvernement, bien sûr l'action du gouvernement ne peut être que réparatrice. Je ne veux pas réparer les dommages. Je veux qu'il n'y ait pas de dommages dans ce pays. Et pour qu'il n'y ait pas de dommages, il faut peut-être imaginer un autre système de gestion politique dans notre pays. Et ça, c'est le plus important à mon avis. Un dernier mot, on va parler d'une autre candidature, celle de Ali Benflis. Il pourrait l'annoncer dimanche. Vous connaissez bien Ali Benflis, Ali Benouari, vous avez parti du même gouvernement avec lui, c'était en 91. Je ne crois pas que ni moi, ni M. Sofiane Djilali, ni M. Mekki ne sommes là pour parler d'un possible adversaire politique. Est-ce que vous pensez que Ali Benflis a des chances d'être élu 10 ans après son retour politique? Ça ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas de parler d'un candidat qui n'est pas encore déclaré. Ali Benflis, ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas? Les Algériens sont intéressés de savoir qui fait quoi, qui veut s'avancer, mais c'est son droit d'être candidat. C'est aux Algériens de juger.
Écoutez, moi, il ne m'intéresse pas pour une raison simple. Oui. Comme je suis un vieux militant, pour moi, ça n'est pas un vrai militant, parce qu'il a été Premier ministre et pendant 10 ans, on ne l'a pas vu sur la scène politique pour sauver ce pays. Donc, qu'il ne vienne pas me dire que ça ne m'intéresse pas du tout. Un silence complice? Un silence qui ne me plaît pas de la part d'un homme politique qui a occupé les premières scènes du pouvoir. Ça ne plaît pas du tout, c'est juste de l'opportunisme. Monsieur Benouali, est-ce que vous renoncerez à la nationalité suisse en cas d'élection à la présidence de la République? C'est une question, bien sûr, je respecterai la loi. Ça va sans dire. Maintenant, il est permis aussi de rêver. Et en tout cas, peut-être pas de rêver, mais... Rachid Lekaz, qui est candidat à la présidentielle, a renoncé à sa nationalité française avant de se déclarer candidat. Non, le problème, c'est que la loi est claire. Oui. La Constitution est moins claire, la loi est claire. Donc, je ne me prononce pas là-dessus. Il faut appliquer les lois de ce pays. Un point, c'est tout. Est-ce que c'est un handicap d'être suisse en même temps qu'algérien? Non. Selon vous? Non. Question. C'est une chance formidable. Je le dis devant tous les Algériens. C'est une chance formidable d'avoir, en plus de l'expérience algérienne, une expérience internationale. Et celle-là, cette expérience internationale, probablement, elle sera très, très utile pour celui qui veut que l'Algérie puisse non seulement se redresser, mais puisse s'affirmer en tant que puissance. Même si en Suisse, vous étiez membre d'un parti considéré comme un parti d'extrême droite? Pas du tout. Il n'y a pas de parti d'extrême droite en Suisse. L'UDC? C'est un parti qui avait appelé... Le président. Non. C'est un parti qui a appelé aussi à interdire les minarets et Non, j'étais contre. J'ai fait une campagne politique contre l'interdiction des minarets et je n'étais pas dans ce parti-là. J'étais dans le parti radical qui est devenu le Parti libéral radical. Je suis fier des valeurs de ce parti. Quant au parti dont vous parlez, il a évolué. Quand j'y étais, c'était un parti tout à fait normal, ce qu'on appelle un parti qui prenait la souveraineté, qui défendait la souveraineté, l'indépendance et la neutralité de la Suisse et qui a donné plusieurs conseillers fédéraux, dont actuellement 2 conseillers fédéraux, c'est-à-dire sur 2 sur 7, et qui le président sortant, Oli Maurer, le président de la Suisse, de la Confédération et de ce parti-là, et dans tous les gouvernements cantonaux, ce parti siège. Ce n'est pas un parti d'extrême droite, c'est un parti de droite à qui il arrive de divaguer. Ses adversaires parlent d'extrême droite. Et à chaque fois qu'il divague, ça n'a rien à voir avec l'extrême droite comme on en connaît en France et ailleurs, et chaque fois que ce parti divague, il trouve sur son chemin des gens comme moi pour le combattre. Est-ce que vous êtes confiant dans la récolte des 60 000 signatures? Oui. Vous en avez combien actuellement? C'est une question inappropriée parce que les signatures ne deviennent signatures que quand les formulaires auront été retirés et que les gens... Alors je vais reformuler ma question. Combien avez-vous de promesses de signature, de promesses de parrainage aujourd'hui? Il n'y a pas de promesse de parrainage. Encore une fois, il y a ou il n'y a pas. Il y aura ou il n'y aura pas le jour où on devra les remettre. Beaucoup de candidats ont annoncé les promesses qu'ils avaient. Vous ne voulez pas le faire? C'est pas la question. C'est pas très honnête. Parce que même si quelqu'un vous donne une promesse, elle vaut quoi cette promesse? Elle ne vaudra quelque chose que le jour où l'intéressé signera et que ça sera légalisé. J'essaie d'être honnête avec vous. N'essayez pas d'établir des avantages là où il n'y en a pas. Tous les Algériens, tous les candidats, et je suis sûr que si Sofiane Djilali seront d'accord avec moi, nous partons tous avec une égalité de chance. Personne n'a aucun avantage sur l'autre, y compris ceux qui se piquent, qui se flattent, qui prétendent qu'ils ont une base militante qui n'existe pas. Vous parlez de M. Sofiane Djilali? Non, je ne parle pas de Sofiane Djilali, qui est un parti nouveau. C'est un parti nouveau, je n'en parle pas, et j'aime beaucoup Sofiane et ce qu'il fait. Non, je parle des partis qui, soi-disant, ont une base ancienne, c'est-à-dire, je parle, du FLN, du RND Ceux qui me connaissent savent que je ne pratique pas la langue de bois. Oui. Depuis quand le FLN n'a-t-il pas activé sur le terrain? Est-ce que le FLN a une présence sur le terrain à travers le territoire national? Zéro. Le RND a une présence sur le terrain? Zéro. Il faut que les Algériens sachent que ces partis sont des partis qui ont une réputation totalement surfaite. Et le jour où il y aura des élections libres, nous verrons combien ces partis-là récolteront comme voix. Monsieur Djilali, les signatures? Bon, c'est une étape extrêmement importante et pas facile. Je sais que c'est, a priori, on se dit 60 000, mais dans les faits, quand on doit aller ramener ces signatures une à une, c'est beaucoup de travail. On essaye, nous, de s'organiser. Nous avons quand même des élus à travers le territoire. On a des structures, on a des comités de soutien dans à peu près 300 communes. On a fait un petit calcul où on espère récupérer, par exemple, 200 signatures par commune sur 300 communes. Ça nous mène autour des 60 000.
en espérant que dans certaines wilayas, ça fonctionnera un peu plus qu'ailleurs. Parce qu'il faut bien comprendre que, bien sûr, il y a d'abord la notoriété du candidat. Est-ce que les gens connaissent ou ne connaissent pas? Ensuite, est-ce qu'il y a un sentiment de sympathie ou pas? Et ensuite, est-ce que de la sympathie, on passe à l'acte de soutenir? Signer un document, aller le légaliser à la commune, c'est tout de même un acte de militantisme presque. Donc c'est une opération très difficile. Maintenant, par ailleurs, à côté des 60 000 signatures, il y a la possibilité de recueillir 600 signatures d'élus. Là aussi, nous y travaillerons. Nous avons quand même un quota d'élus du parti qui, eux-mêmes et autour d'eux, essayent de sensibiliser les gens. Et puis j'en profite, je fais un appel aux Algériens. La démocratie ne peut pas se construire que par les politiques. La démocratie est une affaire populaire. Il faut que les gens jouent le jeu de la démocratie, autant les citoyens de base que tous les élus. Et il y a des élus indépendants. Moi, je fais appel à ces gens-là à aider les candidats, à leur offrir cette signature-là, parce que sans eux, on ne peut pas se battre sur le terrain. Merci à vous. Le mot de la fin, très brièvement. Écoutez, je voudrais juste signaler que j'ai l'expérience internationale, puis j'ai vécu 30 ans en Suisse, oui. Mais pour autant, je suis resté algérien. Mais la seule question que je voulais dire à propos des signatures, je suis sidéré que l'État n'ait pas pris en charge une publicité pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'importance de ces 60 000 signatures au peuple. Parce que la question n'est pas simplement de récolter 60 000 signatures, c'est les conditions, la récolter, la légalisation devant la mairie, et donc le fait que le citoyen soit sur le registre électoral et qu'il ne signe pas pour un autre candidat, c'est des choses que l'État doit expliquer par des publicités. Et là, évidemment, j'exprime mais tout à fait ma colère à l'égard de l'État qui n'assume pas sa responsabilité. Merci à vous d'avoir été les invités de Controverse. Merci à vous, Ali Benouari. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Vous avez été ministre délégué au Trésor de 91 à 92. Merci à vous, Sofiane Djilali. 2 secondes. Allez-y. Juste pour dire aux Algériens, bonne fête pour Yanaïr et le Mouled al-Nabawi. Bonne fête. On s'associe alors. Bonne fête à tous les Algériens. Merci à vous également, Abdel Harmeki, candidat à l'élection présidentielle. Merci à Saoussen Sebien d'avoir préparé cette émission avec moi. On se retrouve mercredi prochain, même heure, même chaîne. Merci.